Hello tout le monde, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube Power Talk. Ici, vous allez pouvoir retrouver 2 vidéos par semaine, que ce soit sur des formats interview ou encore podcast avec des entrepreneurs à succès. Donc n'hésitez pas, c'est rendez-vous mercredi et dimanche. Yes, bah voilà, nouvelle interview aujourd'hui donc avec pour nous la star de l'affiliation française, star si on peut Carrément. l'appeler comme ça, s'il nous autorise de l'appeler comme ça. C'est un peu too much, Euh, mais ouais, non mais voilà, comme je te disais, on sélectionne un petit peu les personnes avec qui on a envie de faire des interviews, enfin celles pour nous qui apportent le plus de valeur et qui ont une réelle expertise dans le domaine. Donc Jordan, je pense pas que tu aies besoin de te présenter ou si tu peux nous faire 2, 3 petites minutes pour nous dire exactement ce que tu fais, comment tu fais. Yes, bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation, les gars, c'est sympa. Du coup, Jordan Braco, ça fait une dizaine d'années que je suis dans web entrepreneuriat. C'est jamais évident d'expliquer ce que je fais ou ce que j'ai fait, parce que j'ai fait pas mal de petits trucs où généralement je tiens pas trop en place sur les business, mais voilà, je me suis vraiment spécialisé dans l'affiliation mêlée au SEO, donc au référencement web. Et derrière, j'ai fait pas mal de petits business comme du dropshipping, du POD, mais en grande partie, au niveau du pourcentage, ça a été vraiment de l'affiliation. Et après quelques années, j'ai décidé en fait de créer un programme slash coaching pour accompagner des personnes à vivre de l'affiliation mêlée au SEO. Voilà. Aujourd'hui, je suis expatrié sur Malte depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Et puis voilà, si c'est une présentation assez rapide, on va dire, de toutes ces années. Yes, Ouais, mais parfait. ça résume très bien. Du coup, pourquoi tu t'es dirigé vers l'affiliation au début? C'est peut-être le fait que c'est un business qui demande moins de logistique, moins de finances et que tu Ouais, as un outil également pour prendre le marketing. ouais. Alors ça n'a pas été au tout début comment dire, une évidence pour moi d'aller dans l'affiliation. Je pense comme beaucoup de personnes, je me cherchais un peu au début, déjà dans le côté perso et dans le côté pro, je savais pas trop et tout. Moi, les premières commissions que j'ai faites, c'est à l'époque avec le système Allopass. Je faisais des petits guides. J'avais 15 ans. À l'époque, il n'y avait même pas YouTube, c'était Dailymotion. Je faisais des petits guides pour des jeux vidéo. Bon, c'était un petit peu borderline pour gagner des astuces pour aller plus vite dans le jeu, etc. Je vendais ça 1 ou 2 Allopass. Je mettais ça sur Dailymotion. Je connaissais même pas le référencement. J'envoyais la vidéo, je mettais le nom du site avec astuces, etc. Ça a été ça. Donc, c'était des micro-paiements et non pas de l'affiliation. Et puis après, en grandissant, j'ai rencontré des gens, etc. Et j'ai commencé à comprendre comment l'affiliation, ça fonctionnait. J'avais fait aussi du dropshipping à l'époque quand j'avais 17 ans. Sauf que c'était pas du réel dropshipping parce que je commandais sur AliExpress. C'était peu connu à l'époque. Et c'était des coques de téléphone. Je les achetais pour les prendre chez moi et je les revendais. Sauf que j'avais fait une page Facebook et ça se vendait pas du tout parce que j'avais aucune compétence sur l'acquisition, que ça soit naturel, que ça soit la publicité. Je savais même pas qu'on pouvait faire de la publicité sur Facebook. Et au final, c'est parti où toutes les coques, je les ai données à ma mère. Elle a plein de collègues au boulot et puis elle les a épuisées comme ça, quoi. Donc c'est limite un petit business familial qui a commencé. Mais c'est bien plus tard en fait que j'ai connu l'affiliation. Et bien plus tard aussi, que j'ai connu le référencement web parce que je m'étais déjà posé la question avant, quand tu tapes un mot-clé sur Google, comment c'est possible que la personne ou le site il arrive en premier. Et puis, j'ai commencé petit à petit à faire des recherches dessus. Mais ça a toujours été dans le côté de euh, je comprends pas en fait, je comprends pas comment ça fonctionne. Il doit y avoir un système pour que ça fonctionne. Je vais aller chercher la réponse. Et sinon, pourquoi du coup, pour répondre à la question, pourquoi l'affiliation? Après avoir essayé pas mal de trucs, pas mal de choses, je me suis rendu compte qu'en fait, l'affiliation, il y avait énormément de points positifs. Si on compare, très souvent, je compare dropshipping, affiliation. Alors, dropshipping, j'en ai fait à l'époque avec mes associés. D'ailleurs, j'étais chargé de projet sur le côté dropshipping. Je faisais pas mal d'acquisitions, donc j'avais lancé un petit shop et tout qui marchait très, très bien. Mais derrière, quand on comparait la valeur, euh, l'énergie, la valeur temps et financier qu'on mettait dans un projet comme par exemple le dropshipping, à comparaison de l'affiliation, on était bien plus gagnant avec l'affiliation que le dropshipping. On faisait drop plus achat de trafic et derrière nous on avait des sites affiliation référencement web. Alors c'est pas réellement comparable parce que si on fait du dropshipping et du SEO et de l'affiliation et du SEO, là on peut comparer. Mais le dropshipping, moi ce qui me gênait un petit peu, c'était le côté
le côté service client, le côté refund, le côté Chine. Le côté des fournisseurs où c'est des petits malins. Les Chinois, eux, ce qu'ils font, c'est un peu comme nous avec les clients. C'est dès qu'ils voient qu'il y a beaucoup de commandes, ils vont augmenter, enfin, ils vont essayer de gérer des trucs. Donc, moi, l'affiliation, ça a été vraiment, je ne vais pas dire la révélation parce qu'on est parti sur d'autres projets, mais à la fin, on s'est dit, OK, l'affiliation, c'est le mieux au niveau investissement temps, argent et surtout long terme. C'est-à-dire que pour moi, c'est aujourd'hui, alors je me trompe peut-être, hein, mais des business et des investissements que j'ai vus, c'est un business qui, moyen-long terme, est un vrai revenu passif. Parce que voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous avez créé un site Internet, vous avez référencé votre site Internet, je donne à chaque fois cet exemple-là depuis des années, mais vous créez un site Internet sur des avis de trottinettes électriques, vous avez 200-300 articles dessus, c'est référencé. Et ben, votre site, quand il est en vitesse de croisière, c'est-à-dire que quand vous recevez du trafic, etc., vous allez générer des commissions à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit et votre site aura une maintenance de 2 à 4 heures max par semaine de boulot dessus. Et ça va être quoi? Ça va être peut-être des articles, de nouveaux articles à rédiger, quelques backlinks, des liens pour le référencement à faire. Ouais. Et c'est tout. Il n'y a pas de support client, il n'y a pas de gestion de colis, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est les e-commerçants qui s'en occupent. Donc, voilà pourquoi après, l'affiliation, on s'est vraiment concentré dessus. Et puis, même après, moi, sur d'autres boîtes, je me suis vraiment concentré dessus. Et aussi pourquoi j'en ai fait une formation coaching là-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de puissant à long terme. Ok. Justement, de toute façon, on en parlera un petit peu plus après en détail de ton accompagnement. Mais aujourd'hui, comment tu t'es dit, je vais sélectionner un produit avec l'affiliation? Alors, tu avais peut-être une audience, non? Je ne sais pas si tu avais déjà une audience que tu as. Non. Jamais. Comment tu t'es dit, je vais sélectionner ce produit-là pour aller viser une audience que je n'ai pas? Est-ce que tu as fait une analyse de mots-clés? Est-ce que tu as fait une étude de marché? Ouais, c'est ça. Alors, étude de marché, c'est un grand mot. Hein. On n'a pas un PDF de 60 pages, on va se dire, on se lance sur cette niche, tout ça. Ça peut dans des business, et il faut même des fois dans certains business. Nous, à l'époque, on lançait énormément de sites d'affi, où là, on avait besoin de faire du volume. On achetait plein de noms de domaines, on regardait alors dans l'ordre, on regardait des mots-clés, on regardait des potentielles niches. Pour trouver des niches, on pouvait aller sur Amazon, on pouvait… de toute façon, pour trouver une niche, c'est simple, hein, vous mettez avis ou comparatif ou test plus le nom du produit, autant que ça peut être digital qu'un produit physique. Et derrière, vous allez tomber sur des sites d'affi. Derrière, on a des outils qui vont nous aider à estimer à peu près le nombre de visiteurs qu'il y a sur le site du concurrent, par exemple. Et on va regarder un peu la moyenne, on va dire basse et haute, des prix qui sont proposés. Si on retourne sur l'exemple des trottinettes électriques, les trottinettes électriques, on peut avoir des trottinettes de, j'ai envie de dire, 100 euros à 5, 6, 700 euros. À l'époque, on avait un site sur des vélos électriques. C'était au tout début, ça. Donc, on s'est mis dans cette niche-là en pariant un petit peu sur le futur. Et en effet, les médias, ils ont commencé à en parler un peu plus, etc. Et on s'est dit, OK, vélo électrique, on lance un site dessus. Nous, ce qu'on faisait, c'est que on trouvait une idée comme ça, on regardait la concurrence. Ensuite, on prenait un nom de domaine. Donc, le nom de domaine, c'est abc.com, par exemple. On mettait un site dessus, quelques articles. On travaillait un petit peu le SEO sans trop travailler dessus. Hein. C'est-à-dire qu'en moins d'une semaine, le site il était plié. On avait toute une équipe de rédacteurs avec beaucoup de personnes. Donc, le site était, je ne vais pas dire bâclé, mais plié en tout cas en une semaine. Et puis, on en lançait plein comme ça. C'est-à-dire, en une semaine, on pouvait sortir 5-6 sites d'affiliation. Et en fait, nous, avec les outils derrière, on regardait ceux qui prenaient le plus vite. Et ceux qui prenaient le plus vite, boum, on mettait un peu plus de travail dedans, ou d'argent, de temps et d'argent. Et puis, on se concentrait plus dessus, on le faisait grossir. Et puis, le SEO aussi, hein, ce n'est pas une source sûre, donc ça dépendait des sites, etc. On se concentrait dessus. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on choisissait les niches. Alors, on avait une grosse équipe derrière, donc on pouvait se permettre d'envoyer du volume comme ça. Derrière, s'il y a quelqu'un qui est tout seul, qui veut se lancer dans l'affiliation, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché. Vous pouvez tout aussi bien faire une niche qui existe depuis des années. Je vais prendre la niche des barbecues, par exemple. Alors, c'est une niche saisonnière, il faut faire attention. C'est une niche qui va cartonner pendant qu'il fait chaud. Et à contrario, le jacuzzi, ça va peut-être plus marcher en hiver. Voilà. Mais autant on peut trouver une niche saisonnière, autant on peut trouver une niche qui marche tout le temps, comme les trottinettes électriques, par exemple. Et après, c'est de faire une petite étude de marché sur les mots-clés, le trafic. Et ce qui est important aussi, c'est quel est le prix du produit. Alors, prix du produit, ça veut pas forcément dire grand-chose parce que ça peut être un produit à 30 euros, mais derrière, vous allez faire du volume. Vous pouvez tout aussi bien avoir un site d'affiliation où vos produits sont à 2000 euros, vous aurez moins de trafic, mais par contre, une plus grosse commission.
Une chose qui est importante dans l'affiliation et le SEO, j'ai souvent eu cette remarque. Oui, mais cette niche-là, elle est déjà prise, ça fait des années que ça existe. C'est pas parce qu'elle est prise, qu'elle est prise que on peut pas dépasser les concurrents. Et à 95% du temps, ce qui se passe, c'est que le concurrent, soit il va avoir un site pété, soit il va avoir un SEO on-site pété, donc le SEO qu'il y a sur son site, ou soit il va avoir un SEO off-site pété. Et c'est là où il y a une brèche, et c'est ce que j'explique aux élèves à chaque fois. Vous pouvez les dépasser. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est là depuis des années que vous ne pouvez pas le dépasser. Au contraire, des fois, c'est même plus facile parce que les sites commencent à être à l'abandon. Le mec, il est en mode, ouais, je sais que mon site, c'est le top. Et là, on peut arriver et puis prendre des places. Ouais, c'est justement ce que je voulais te parler de la concurrence. Mais OK. toi, du coup, tu conseilles pour du SEO, enfin, de se focaliser sur une niche, ok, mais tu vas partir sur plusieurs produits. Tu vas pas t'amuser à tester un seul produit en te disant, bon, je me focalise là-dessus, j'essaie de faire un bon Ouais. SEO et attendre que ça passe. Ouais, il y a des degrés en fait de niche. Au début, il ne faut pas partir en fait, il y a niche, domaine, catégorie, etc. Donc, au début, si je donne souvent aussi cet exemple-là, imaginez, on a une idée, on veut faire un site d'affiliation dans le sport. Moi, des fois, j'ai des élèves, ils me disent, ouais, ben moi, je veux faire un site d'affiliation dans le sport. Je fais, ouais, mais c'est pas une niche. Je fais, si tu commences à faire un site d'affiliation dans le sport, c'est beaucoup trop large. Tous les sports qui existent, je dis, cible un peu plus. OK. Sport, j'aimerais faire une niche dans le foot. Non, c'est toujours trop gros. Le foot, tu as quoi? Tu as des ballons de foot, tu as des maillots de foot, je sais pas, tu peux même faire de l'affiliation sur des ventes de tickets de foot dans des stades. Tu as énormément, énormément de choses. Faut encore cibler un peu plus. Et là, je ne dis pas que ça va être une bonne niche, hein, ce que je dis, c'est juste pour donner l'exemple, mais il va me dire, je veux faire un comparatif de chaussures de foot. OK, là, ça commence à devenir peut-être un peu plus intéressant. Ou de ballons de foot, par exemple, ou de maillots de foot, etc. Donc, ça va être de nicher vraiment dans les trottinettes électriques, par exemple. On peut avoir des trottinettes électriques pour enfants, des trottinettes électriques. On pourrait même avoir des trottinettes électriques à essence dessus. Mais rien que ça, trottinettes électriques, en parlant des tailles, des vitesses, de l'âge, des dimensions des trottinettes, etc. Il y a énormément de possibilités sur cette niche-là. Et on a déjà facilement, j'ai envie de dire, 100, 200, 300 articles faciles à pouvoir rédiger dessus. Donc, c'est vraiment, quand vous vous concentrez sur une niche, de ne pas partir sur un gros truc. Parce que si vous partez, par exemple, sur l'exemple on ne prend pas le sport, mais on prend le foot, ça ne va pas référencer parce que Google ne va pas comprendre et vous allez devoir faire tout un truc au niveau du foot. Et ça va être un bordel monstre. Il faut une équipe de malades. Et même quand, à l'époque, on avait vraiment énormément de personnes qui bossaient avec nous, on ne prenait pas le risque de partir là-dessus parce que c'est trop de boulot. Ouais, puis c'est trop ouvert de toute façon. Ouais, c'est clair. Et le nicher, ça permet aussi avec le référencement de référencer plus vite. Parce que Google, il voit qu'on est expert d'un domaine bien spécifique et du coup, il nous met en avant. Ouais, j'avais entendu dire ça aussi. Ouais. Mais du coup, dans l'affiliation, il y a vraiment plein de moyens de le faire. Donc, on entend par exemple des Américains qui font des funnels, qui font des grandes campagnes publicitaires. Toi, c'est plus du coup du SEO. C'est pour quelle raison? C'est parce que tu t'es dit, on crée un vrai écosystème qui, du coup, n'a plus besoin d'être techniquement entretenu ou juste comme une plante arrosée, comme tu disais dans une de tes vidéos. Qu'après, à la revente, ça vaut potentiellement plus cher. Pourquoi, du coup, ça a été ce choix-là, quoi. Ouais, tu as déjà relevé un truc, mais alors le premier choix, c'était vraiment le côté revenu passif. C'est-à-dire que quand on fait, et on en a fait énormément, quand on faisait du dropshipping, on a même fait de l'achat de trafic pour de l'affiliation. Mais quand tu fais ça, si je pouvais vous montrer le screenshot des historiques des comptes Facebook ban que j'ai, non pas parce qu'on a fait du scam ou des trucs comme ça, hein, c'est juste que Facebook est casse-burne, entre guillemets. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas ou dès qu'il y a une mise à jour, ça ne va pas. Mais faire de l'achat de trafic, pour moi, ce n'est pas passif comme business. C'est-à-dire qu'on a besoin continuellement de regarder le prix du lead, combien ça nous coûte, de faire des nouvelles campagnes, d'être à jour avec ce que demande Facebook, gérer les commentaires des publicités, parce qu'on a toujours quelques haters qui vont venir et qui vont saccager l'espace commentaire. C'est pas passif. C'est-à-dire à partir du moment où on se fait, par exemple, bloquer son compte Facebook Ads, si on prend l'exemple de Facebook, il n'y a plus de trafic. Et plus de trafic, plus de commission. Et plus de commission, plus d'argent. Ce qui est bien avec le SEO, et pourquoi on s'est vraiment penché dessus, parce que c'est passif. C'est passif et derrière, ça vous ramène des gens directement du moteur de recherche. Et il y a un autre point qui est ultra important aussi, c'est quand vous faites de l'acquisition payante, vous allez chercher le client.
Donc, ou le prospect. Le prospect, quand il voit une publicité, c'est un prospect qui est pour moi froid. Même s'il est bien ciblé, il va être froid, voire limite tiède. On va prendre le degré froid, tiède, chaud au niveau des prospects. Quand on fait de la publicité, on va chercher. Quand on est référencé sur un moteur de recherche, on vient sur notre site, on vient nous chercher. C'est le sens contraire. Donc, le prospect, le visiteur, au niveau de son psychologiquement et au niveau du marketing, il est tiède, voire chaud. Alors, il peut être tiède, il peut être plus dans la recherche de renseignements sur une trottinette électrique, mais il est dans cette démarche psychologique où lui-même cherche sur Google une information. Et il va être aussi chaud parce que si, et c'est là on revient sur le truc niché, sur la niche nichée, s'il cherche un avis bien spécifique d'un modèle et d'une marque de trottinette et qu'il arrive sur notre site et que nous on répond à ces questions, là c'est quelqu'un qui est bien ciblé. C'est pas juste est-ce qu'une trottinette électrique c'est intéressant ou c'est bien. Là c'est avis de telle trottinette électrique. Et là ça va être un prospect potentiellement chaud parce que c'est une requête cible, ce qu'on appelle une requête long train. Et là, il y a une forte possibilité de conversion où il va cliquer sur notre lien, on va le rediriger sur notre partenaire. Donc ça, déjà, c'est pas mal de choses qui sont intéressantes par rapport au SEO et l'achat de trafic. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur un truc. Non. Moi, c'est surtout par rapport à toute la partie du coup organique. Parce que oui, si on exclut Facebook Ads, je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, ça a été des casse-couilles à vie, je crois. Mais sur toute la partie TikTok, parce que TikTok, on voit l'impact que ça a eu. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu conseillerais justement en organique, mais pour les rediriger sur un site vraiment affilié, pas Alors, forcément, si ça va être niché, mais sur un site vraiment complet où il y a plusieurs produits, mais d'utiliser TikTok pour les reconduire dessus, quoi. je pense, alors, j'ai énormément analysé le côté TikTok. J'ai pas forcément travaillé énormément sur TikTok. Faut dire que je suis tombé dans l'algo, hein. Ouais. Je suis tombé en plein dedans parce que c'est des génies, super bien fait. Ils programment ton feed en fonction de ce que tu aimes. Et alors, ce qui est très dur avec TikTok, c'est que c'est une audience fast life. C'est-à-dire, ils viennent manger du contenu, ils viennent dévorer du contenu. C'est ça. Ce qui est très compliqué dans TikTok, et on le voit, hein, je vous invite à checker hein, des comptes qui ont 50 000 abonnés, 150 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Il suffit d'aller voir leur Instagram ou leurs autres réseaux, même YouTube par exemple. La conversion est très mauvaise. Et je pense que ça s'explique du côté un peu où ça dévore du contenu et les gens ils veulent pas quitter le TikTok. Je pense, je dirais pas que faut éviter TikTok. Je pense qu'il faut y aller. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Je pense d'avoir un compte TikTok avec des vidéos qui font de la vue, d'avoir un compte avec pas mal d'abonnés, c'est pas mal. Après, il faut prendre en considération, c'est pas parce que vous avez 500 000 abonnés sur TikTok que vous allez vraiment réussir à convertir. Mais encore une fois, hein, c'est du business. Si vous arrivez à convertir quelques personnes en passant par TikTok, ça peut être vraiment intéressant. Donc oui, je recommande clairement TikTok. Après, ben voilà, faut gérer l'algo, tout ça. Mais par rapport à tous les autres réseaux sociaux, c'est un algo qui permet vraiment à beaucoup de personnes de percer très vite. Ouais, clairement, ça peut être intéressant. Nous, on l'a vu de toute façon avec les YouTubeurs. Mm. Là, il y a eu une ouverture de compte YouTube grâce à TikTok qui est incroyable. Ouais, Donc ouais, après, ouais. je suis pas convaincu pour l'affiliation parce que c'est pareil, ça demanderait quand même un travail monstre si tu as le SEO à faire d'à côté, plus tourner peut-être 2 ou 3 vidéos TikTok tous les jours. Alors, Forcément, la charge de travail, elle est énorme. je pense que ça peut s'automatiser. J'ai vu un compte TikTok qui est hyper intéressant. C'est des mecs qui font des TikTok où, je sais plus c'est quoi le nom, mais je te montre un objet Amazon que j'ai acheté, un truc comme Yes, ça. ouais. Et je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et en fait, moi, je suis le premier pigeon à acheter ce genre de truc en plus, hein. Je travaille vraiment dans le marketing, mais je suis le bon pigeon dans le marketing. J'adore ça. Et ils montrent plein de produits Amazon que tu ne trouves pas forcément sur la homepage d'Amazon. Et c'est des petits trucs à la con, des petits gadgets de tous les jours. Et tu tombes en plein dedans. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils font plein de vidéos comme ça, super bien montées, où on ne voit pas forcément la tête des personnes, mais ils font un peu une démo de l'objet. Et derrière, ils ont un lien sur leur profil, leur bio TikTok. Et quand on clique dessus, il y a listé par ordre alphabétique tous les objets qu'ils présentent en fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, là, c'est de l'affiliation et c'est des vidéos qui font des centaines de milliers de vues. Et je pense que quelqu'un
qui est tout seul, oui, forcément, quand on est tout seul, ça demandera de faire un peu plus de boulot si derrière il a ses sites, tout ça. Mais je pense que ça peut être réalisable, c'est des tests à faire. Moi, le recul que j'ai pas, l'analyse que j'ai pas là-dedans, c'est la conversion. Encore une fois, j'ai pas d'idée sur comment ça convertit. Mais je pense que ça fait quand même de la commission et ça peut être quand même intéressant. Ouais, parce que même au niveau conversion clic, t'as pas une idée de ce que ça peut donner, quoi. Non, j'ai pas vraiment. Moi, j'ai un petit compte TikTok là où je m'amuse dessus, mais j'ai un peu la flemme des fois de tourner des vidéos. Mais le peu que j'ai vu des vidéos, c'est incroyable parce que je fais des vidéos sur YouTube où une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure entre le script, le tournage, le montage, ça va nous prendre à la volée, je veux dire, peut-être allez, 10 heures de taf. TikTok, bon, on va faire 1000, 1500, 2000 vues. TikTok, je fais une vidéo en 10 minutes, c'est plié. Je vais faire 15 000 vues. Et là, tu dis, putain, c'est incroyable, quoi. Après, c'est pas le même impact, pas la même audience. C'est ça aussi où il y a le côté là. Bien sûr. Après, ce qui est bien avec TikTok, c'est que du coup, tu peux recycler le contenu YouTube sur des formats beaucoup plus courts. Il y en a plein qui le font. Et du coup, ça permet de. Voilà, c'est juste tu recycles le contenu, quoi. Ouais, bah, j'ai essayé ça aussi, prendre du contenu YouTube, par exemple, pour mettre sur TikTok, ça marche pas de ouf. Mais après, le contenu TikTok, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de le foutre sur les réels d'Instagram, qui marchent. Instagram, j'ai l'impression aussi, en regardant un petit peu l'algo, là, que les photos, ça marche de moins en moins. Et quand je faisais des réels, j'avais beaucoup plus d'interaction sur des réels que sur des photos, ou même des Moi, stories. ça m'arrive de me faire prendre dans l'algo aussi, hein. J'ai plus TikTok, mais Instagram, c'est pareil, du coup. Donc, J'ai un pote, c'est pareil. Il a arrêté TikTok, mais il se fait manger par les réels. Au final, c'est à peu près le même. c'est la même chose. C'est terrible. C'est une abomination. Et pour, Du coup, ouais, ouais, c'est moi. je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Quentin, que j'ai pas mentionné, mais que tu as mentionné pour revenir sur le côté SEO, achat de trafic. Oui, le gros point aussi qui est intéressant quand on fait du référencement web, c'est dans l'optique de vendre après son site internet, il est beaucoup plus, comment on dit, valuable, beaucoup Évaluer. plus beaucoup plus évalué en fait. En fait, si on prend dropshipping, achat de trafic, c'est un site qui, à la vente, ne va pas être fou. Affiliation, achat de trafic, c'est un site qui ne sera pas fou à la vente. Par contre, vraiment, SEO, affiliation, c'est les sites qui se vendent le mieux. C'est les sites qui se vendent le mieux, même mieux que du dropshipping SEO. On est clairement sur, pour moi, hein, dans les business là où ça se vend le mieux parce que pas beaucoup de boulot, tout ce qu'on a dit tout à l'heure et tout. Donc oui, ça, c'est quelque chose d'ultra puissant par contre sur la revente. Et puis, il y a quelque chose de concret. C'est pas une ad qu'on coupe. C'est si ton mot-clé est bien positionné, il va le rester longtemps. Ouais. Et les revenus, j'imagine, sont prévisibles sur le long terme, ce qui soulage tous les investisseurs, quoi. Ils savent dans quoi ils mettent les pieds. C'est exactement Mais ça. du coup, ça me fait penser à une petite question. Quand tu as scalé ton business d'affiliation, donc on dit souvent qu'on peut scaler horizontalement ou verticalement. Toi, quelle a été ta stratégie? Donc, je sais que tu as plein de sites, donc tu as un parc de sites, mais que tu lui avais dit dans une de tes vidéos qu'il t'arrivait d'acheter un nom de domaine expiré plutôt cher pour espérer de faire de grosses opérations derrière. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur les différences entre les deux scaling, en mode horizontal et vertical? Ouais. En gros, il y a la possibilité dans le référencement d'acheter un nom de domaine, ce qu'on va appeler fresh domaine. C'est un nom de domaine qui n'a jamais existé et que vous allez acheter et qui va. Il faut voir un nom de domaine comme une naissance. Il n'a jamais existé. Boum, vous l'achetez. Il est né aujourd'hui, par exemple, le 22 juillet 2022. Boum. Donc, il va avoir une identité, votre nom de domaine. Le référencement web, les liens qu'on va recevoir sur ce domaine-là vont impacter forcément le référencement. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail et expliquer que ça doit être des liens propres, thématisés, etc. Mais vous avez un nom de domaine et imaginez qu'il y ait plein de sites qui parlent de vous et qui redirigent vers votre nom de domaine. Ça va accumuler ce qu'on va appeler des liens, des backlinks sur votre nom de domaine. Ce n'est pas le site en soi directement, la structure qui reçoit les backlinks, c'est le nom de domaine. Si vous achetez un nom de domaine qui est expiré, c'est-à-dire que c'est un nom de domaine qui n'a pas été renouvelé par son propriétaire et qui est reparti un petit peu dans la base de données des noms de domaine. Donc là, vous allez racheter potentiellement un nom de domaine qui existe depuis 10 ans et un nom de domaine, ce nom de domaine-là expiré aura potentiellement reçu des backlinks sur son nom de domaine. Donc ça peut être autant 5 backlinks, ça peut être 100, 1000, etc. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à accélérer un petit peu le processus du référencement. Au lieu d'acheter un nom de domaine frais
de créer son site et de faire du référencement, donc d'envoyer des backlinks sur ce nom de domaine-là, ça va nous faire gagner ce temps-là, de faire du netlinking, ce qu'on appelle, d'envoyer des backlinks. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, c'est quand même réservé à des personnes qui gèrent déjà bien le SEO parce qu'il va falloir travailler sur l'analyse du nom de domaine expiré. Vous pouvez très bien acheter un nom de domaine qui est expiré, qui a reçu des backlinks, mais c'est là où c'est toute la complexité du référencement web, du SEO. C'est que ce nom de domaine-là, si vous l'achetez et que vous l'attachez à un WordPress, par exemple, et vous construisez votre site, vous créez des articles, c'est possible que vous ne référencez jamais parce que c'est un nom de domaine qui est blacklisté. Et ça, Google, il ne vous le dit pas que le nom de domaine est blacklisté quand vous achetez le nom de domaine expiré. Il y a un travail d'analyse à faire avant. Dans l'optique où on achète un nom de domaine expiré et on va dire que c'est un bon nom de domaine qui a, je sais pas, qui a reçu 500 liens dessus, qui est thématisé, par exemple sur les trottinettes électriques, etc., etc., on achète, on crée tous les articles, on met le site en ligne et on va pouvoir utiliser cette puissance-là pour référencer beaucoup plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est dans la stratégie hyper intéressant parce que ça fait gagner quand même quelques semaines, voire quelques mois sur référencement. Et ça va permettre aussi, dans le long terme, d'être beaucoup plus solide sur des positions clés parce que vous allez avoir directement des backlinks, etc., un SEO qui est puissant. Donc ça, ouais, c'est clairement intéressant comme stratégie. Réservé quand même à des personnes qui gèrent bien le SEO. Je ne recommande pas, même aux élèves ou même à des personnes qui débutent le SEO, le business de l'affiliation, qui veulent coupler au SEO, de partir sur de l'expiré parce qu'il faut quand même faut savoir analyser les backlinks, etc. Et si on n'a pas les basiques, même un peu plus, on va perdre plus d'argent qu'autre chose. Ah, mais je comprends du coup pourquoi j'ai toujours eu des résultats de merde en drop. C'est le nom de domaine qui était blacklisté, quoi. C'est possible, c'est possible. Mais du coup, quand tu parles là, on parlait de scaling. Toi, aujourd'hui, tous les sites que tu as, ils sont sur le marché français ou Ouais. tu as pu diversifier? Ok. Non, ils sont Parce que là, sur tu es obligé de repartir sur un nom de domaine, sur un nouveau copywriting, SEO, etc. Tu es obligé de tout repartir à zéro quand tu repars sur le marché étranger. Ah oui. Alors après, à l'époque, on avait essayé de faire des sites multilingues, etc. Il y a plusieurs possibilités. Soit quand vous voulez créer on va dire un site de trottinette électrique dans une autre langue, on va dire anglais. Vous avez 3 choix qui s'offrent à vous. Je parlais rapidement technique, mais c'est pas si compliqué que ça. Vous avez un autre domaine, trottinette électrique, avis-trottinette-électrique.fr par exemple. Vous avez le choix de foutre WordPress dans un dossier. Donc, ça va être avis trottinette électrique /en pour anglais, par exemple, English. Là, vous allez créer un autre WordPress, vous allez faire dessus. Vous allez utiliser la puissance de votre nom de domaine pour ce dossier-là. Vous avez le choix de faire un subdomaine, un sous-domaine. Donc là, ça va être www.avis-trottinette-électrique.fr. Là, ça va être un sous-domaine. Vous allez non pas utiliser la puissance vraiment du nom de domaine, mais du sous-domaine. Vous allez rediriger le trafic, etc. Et après, et c'est l'autre option, et dans le SEO, techniquement, pour moi, c'est la plus appropriée, c'est de racheter un nom de domaine où là, ça sera, par exemple, review, pour ne pas mettre avis, review trottinette électrique, je ne sais même pas si on dit électrique scooter.com. Et là, on prendra un nouveau nom de domaine. Mais qui dit nouveau nom de domaine dit refaire tout le SEO. C'est-à-dire tous les backlinks qu'on doit recevoir sur le nom de domaine, etc. Donc, nous, à l'époque, on avait essayé en italien des niches qui fonctionnaient très bien en France, en italien, en allemand et en anglais. Sauf que gérer des équipes de copywriters là-dessus, si tu n'es pas natif d'une langue, derrière nous, quand on faisait revalider par nos rédacteurs, c'était compliqué. Au niveau du référencement, c'était aussi moins compliqué le référencement que le copywriting, mais voilà. Mais c'était chiant. C'était chiant parce que on ne pouvait pas vraiment avoir l'idée, la vue qu'on a sur la rédaction en français, on ne pouvait pas avoir la même sur les autres langues. Et en fait, on a testé. C'était un échec, c'était pas ouf. Et du coup, on a arrêté. On s'est dit non, on se concentre sur ce qu'on sait faire. Des niches en France, il y en existe des milliers. Et donc, on reste là-dessus. Et ce qu'il faut savoir aussi, pour ouvrir une petite parenthèse très rapide sur les niches, tout à l'heure j'en parlais, mais il y a des niches saisonnières, il y a des niches qui existent et qui resteront peut-être des années, comme par exemple les trottinettes électriques ou des niches sur des comparateurs d'ordinateurs portables ou des téléphones, par exemple. Mais il va y avoir des niches aussi un peu plus sur le futur. C'est-à-dire que dans le monde, en France, dans la vie, tous les jours, il y a des nouvelles choses qui existent.
À l'époque, quand il y avait les hand spinners, boum, niche sur le hand spinner. À l'époque, il n'y avait pas de trottinette électrique, il n'y avait pas les hoverboards. Et ben ça, c'est des niches aussi où on peut parier un petit peu sur l'avenir. Là, ça se trouve, il y a des objets qui sont en train d'exister ou qui sont en train de faire le buzz. On peut créer un site dessus. Après, c'est un peu plus, j'ai envie de dire, poker, parce qu'on ne sait pas si, comme les hand spinners, est-ce que ça va être un buzz et on va prendre pas mal d'argent pendant quelques temps, mais pour le coup, ça ne va pas être un business long terme, ça va être un business qui va vite grimper et redescendre. Dans le dropshipping, ils connaissent aussi pas mal ça. Hein. Nous, c'est ce qu'on faisait un peu. Et après, tu peux avoir très bien les trottinettes électriques. Pour le coup, ça a bien buzzé. Et puis, bon, là, c'est quand même assez stable. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent ça. Voilà, pour la petite parenthèse aussi au niveau des niches. Non, mais c'est cool à savoir. Moi, c'est vraiment la question que je me posais. Est-ce que tu pouvais scaler à l'étranger ou vraiment se focaliser sur le marché français, puis à la rigueur, ouvrir d'autres sites et avancer comme ça, quoi. Tu peux, mais il faut vraiment une équipe solide de natifs et natifs dans la langue en question, par exemple anglais, et qui comprend très bien le français aussi. Ouais, Mais voilà. en fait, ça se fait, mais c'est plus compliqué, clairement. Ok. Et du coup, tu disais que tu avais des équipes. Comment tu as géré la transition, entre guillemets, le solopreneur que tu étais et maintenant avoir une équipe de plus de 30 personnes? Il me semble que tu avais dit ça, tu avais dit ce chiffre à un moment donné. Est-ce que Ouais. c'est une transition qui s'est fait naturellement petit à petit ou est-ce que tu t'es retrouvé à un moment donné, tu as un peu croulé sous les tâches de management et en mode, OK, c'est un autre métier, c'est d'autres skills, d'autres qualités qu'il faut développer? Alors, pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé, moi, je suis venu avec mon premier associé à Malte. On était tous les deux. Et ensuite, on a deux autres associés qui nous ont rejoints 6 mois après sur Malte. Et en fait, ça marchait très bien tous les quatre. Et au bout d'un moment, en fait, ça marchait tellement bien qu'on avait besoin de plus de main-d'œuvre, rédacteurs, SEO, etc. J'ai envie de dire, ça s'est fait plutôt naturellement. Et il n'y a pas eu de grosses pressions parce qu'on était quatre associés quand même à gérer. Donc, c'est pas comme si j'étais tout seul la première fois que j'ai commencé à recruter des personnes. Donc, ça s'est fait naturellement, petit à petit. Alors, on a recruté une personne, deux personnes, etc. Après, ce qui s'est passé, c'est que pour la petite histoire, mes associés, ils avaient des copines qui étaient en France, ils ne voulaient pas forcément venir s'installer sur Malte. Donc, il y a eu un petit contrat moral avec les copines où, OK, bon, on reste 3-4 ans à Malte et après, on fait ce qu'on a à faire. On fait du bise à fond et après, voilà, on savait que ça allait se terminer. Ça s'est terminé très bien avec mes associés. C'était vraiment une très belle aventure, tout ça. Puis, on est reparti un petit peu chacun de notre côté. Et du coup, moi, c'est là où j'ai relancé une société, un business. Et là, c'était un peu plus différent parce que j'étais, pour le coup, je suis revenu solopreneur. J'ai lancé un business qui était d'ailleurs affiliation Ninja à l'époque. À côté de ça, je commençais à relancer des sites, etc., d'affiliation. Très vite, j'ai dû recruter. Là, c'est vrai que c'était un petit peu différent. Ça s'est fait aussi tout naturellement, mais j'étais le seul vraiment à, au début, recruter, manager, etc. Et ça a été du fait, oui, je croulais sous les tâches, j'avais pas de temps. Et j'avais aussi l'esprit où moi, j'avais déjà eu d'autres sociétés avant, j'avais déjà eu des employés. Donc, je savais exactement à quoi ça allait me servir de recruter. C'était très important pour moi de me libérer du temps parce que moi, je devais être concentré sur des tâches, des missions bien spécifiques que je devais décharger. Ça, c'est clair et net. Ok. OK. Et du coup, je voulais juste rebondir sur un petit point par rapport à Malte, même si il y en a, c'est très tabou de parler de fiscalité, etc. Ouais. Aujourd'hui, Malte, tu as choisi Malte pas que pour la fiscalité, parce que c'était plus arrangeant dans le business que tu étais. Parce que bon, je sais que Malte, c'est très bien, mais il y a certains business un peu plus compliqués. Ouais. Est-ce que tu as choisi Malte pour ça ou est-ce que c'était la proximité de la France? Non, Il y avait un intérêt précis? pas que pour ça. En gros, moi, je suis originaire de Metz, donc du nord-est Ok, de la France. ouais. Et depuis très, très jeune, je voulais partir dans le sud de la France, près de la mer, au soleil, tout ça. Avec mon premier associé, on a commencé à faire voilà, on commençait à bien gagner notre argent. On n'avait pas encore de société, donc on devait commencer à créer la société, etc. On a vu un avocat en France qui expliquait très clairement comment ça se passait. J'avais pas eu de société en France. Et quand il nous pose la question de vous comptez recruter, nous, ça marchait bien. Donc, on s'est dit oui, on compte recruter. OK, parce que vous êtes en train de gagner là actuellement. Il faut compter que en France, vous allez avoir en moyenne entre 60 à 70%. Je parle de taxes, de tout compris. Hein. Je ne parle pas C'est juste des ça. impôts, mais tout ça. Je dis, OK, tu travailles 6-7 mois dans l'année pour l'État. Ben non, je ne suis pas trop d'accord. Et derrière, vous comptez recruter. Oui, vous payez une personne 1 200 euros, vous donnez 1 200 euros à l'État. Ah, super, 2400, ça te revient à 2400 euros la personne. OK. Et là, je me suis dit non, clairement,
j'ai pas envie. J'ai pas envie de donner autant à l'État, surtout qu'on était à une époque, bon, c'est encore plus dégradé aujourd'hui. Je vais pas rentrer forcément dans le politique, mais Non, je non, vais quand même non, bien sûr. expliquer ce que moi j'avais dans la tête. En France, c'était de moins en moins safe. Moi, j'étais pas d'accord où forcément l'argent elle partait en France quand tu payais tes impôts. Et puis c'était un petit peu la misère, c'était un peu la merde en France en fait. Donc tout mon argent, parce que c'est mon travail, mon argent, que j'aurais pu voir partir vers l'État comme ça, je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie. Derrière, je me suis dit, j'ai envie de partir dans un pays où il fait chaud. Mon associé, il avait trouvé Malte. Il fait chaud, il y a la mer, on paye beaucoup moins d'impôts. C'est full entrepreneur. Donc, il y a ça aussi qui est hyper important. Dans le networking, j'ai évolué super vite avec mes associés, mais en plus de ça, avec les rencontres qu'on a fait. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, ce côté hypocrite des gens en France qui disent oui, parti à Malte, évasion fiscale. Alors, parenthèse aussi, évasion fiscale, c'en est pas une. Ça, c'est généralement Ouais, c'est ça. et très souvent beaucoup de politique aussi. Le mec qui ne veut pas faire de politique. Mais voilà, les comptes sont en Suisse, Luxembourg, tout ça. Généralement, ce n'est pas les entrepreneurs ou les startups qui font un max de blé, qui sont forcément là-dessus. Moi, je suis expatrié et résident à Malte, c'est-à-dire que j'ai plus de soins, j'ai plus rien, je dois plus rien à la France, ils ne doivent plus rien non plus. Donc, je paye mes impôts ici. Ouais, Donc, mais de toute façon, les gens, déjà en général, font l'amalgame entre la résidence fiscale oui, et le paradis fiscal. Tu sais. c'est ça, T'entends souvent paradis exactement. fiscal, même Dubaï, paradis fiscal. Non, c'est Ouais, une résidence fiscale. Il y a deux choses différentes quand même à voir ouais, ouais. là-dedans. Et Mais il y en a, ils se font ça, c'est très taper. politique. Puis encore, moi, ça va, je suis pas influenceur, j'ai pas des millions de personnes qui me suivent, mais voilà, il y a Locklear, c'est un Twitcher qui est connu, il est à Malte, il est Ouais, ouais. ici. Le mec, il se fait défoncer, mais pour rien, quoi. Enfin, je trouve ça, moi, ça me rend fou parce que le mec, il est résident ici, il fait ce qu'il a à faire, et puis voilà. Mais voilà. Et du coup, pour en revenir à la question qui était quoi déjà? Pourquoi je me suis. Oui, Pourquoi donc il y Malte, avait. ouais. Ouais, voilà. Donc, il y avait le côté soleil, il y avait le côté full entrepreneur, parce qu'on est venu une semaine avant de venir s'installer. Donc, full entrepreneur, donc vraiment super bien. Et le côté fiscal, très clairement, le côté Bien sûr. fiscal. Et le côté fiscal sur les impôts, le côté fiscal sur les employés. Ce qui nous permettait, nous, quand on payait, par exemple, un employé 1500, 1600 euros net, derrière, on avait 300-400 € de charges sur l'employé. Donc ça nous permettait quoi, pardon. Ça nous permettait tout simplement de leur attribuer des bonus assez souvent, forcément ce qu'ils bossaient bien, de faire des events de boulot, c'est-à-dire de prendre des bateaux, de mettre tous les employés dedans, alcool, on fait la fête, tout ça. Les vendredis, c'était apéro tous les week-ends. Et ça, alors ça se fait peut-être dans des startups pardon, en France, mais ça Ouais. n'existe pas, ce côté un peu à la Google, voilà, à la Non, non. Bah startup. déjà, quand tu ajoutes la charge salariale, déjà, tu es calmé. Oui, mais ils Donc, peuvent pas. C'est pas une non, honte non, pour ils les peuvent pas. patrons qu'ils n'ont pas la mentalité. C'est que les mecs, ils sont un peu coupe-gorge au niveau de tout ce qu'ils doivent donner à l'État. Donc, ils peuvent pas forcément, tous les week-ends, faire acheter des bouteilles ou ouvrir le champagne tous les week-ends. C'est Et ça. ça, c'est ça qui est bien à Malte, en fait. Tu as le côté qui est là. C'est le D'autant plus dynamisme de que la société qui augmente, quoi. Ouais. Ouais, surtout même des employés. C'est-à-dire vu que Alors après, tu as peut-être des patrons ici où ils se gavent et ils ne rétribuent pas aux employés. Mais moi, les grosses boîtes que je vois ici et tous les gens que je connais ici depuis des années qui travaillent, parce qu'il y a ça aussi, hein, généralement, les gens, ils vont s'en prendre à Locklear, enfin, des personnes influentes. Euh, Ici, il y a Winamax, il y a PokerStar. C'est quand même, Winamax, c'est quand même. Je connais plein de gens qui bossent là-bas, mais c'est quand même un site de paris sportif, poker, Mhm. etc., qui est français avec la licence Argel. Je crois qu'on dit plus Argel maintenant, mais une licence reconnue en France pour faire des paris et qui est basée à Malte. Donc Ok. voilà, mais moi je critique pas parce que moi Non, pour non, moi c'est je m'en carrément. fous, c'est limite normal. Et du coup les gens à Winamax, eh ben ils ont plein d'avantages, que ça soit sur la santé, que ça soit sur leurs bonus, que je crois même ils ont des parts. Si je dis pas de conneries, je sais pas si c'est chez eux, mais il y a des boîtes où ils font ça, ils leur donnent des parts de la société. Ils peuvent se permettre de mettre bien leurs employés parce qu'ils sont pas pris à la gorge par l'État français. Et moi ça je trouve ça bien parce que les gens qui ont décidé de s'expatrier ici en tant qu'employés, ils vivent bien mieux qu'en France. Ok. bien sûr. Et il y a le D'autant côté plus aussi où on peut évoluer beaucoup plus vite. Pardon. un business qui paye pas d'impôts au début, on pense que c'est souvent 20% qu'il y a d'écart, ou on va dire que les taxes en France, bon, c'est plus du 50%. Une fois de plus, nous ne ferons pas de politique, mais bon, on va dire que c'est quand même assez énervé. Au bout de 3-4 ans, le business n'a littéralement rien à voir. C'est exponentiel, entre guillemets, Bah la, oui. la croissance que tu perds en payant 50% de taxes pour faire des ronds-points, alors que tu pourrais juste les économiser pour toi et effectivement mettre mieux tes employés
qui sont en France pour éviter de payer justement. Mais ouais, et c'est toute une dynamique que je ne comprendrai jamais en France et je ne sais pas si un jour ils changeront d'avis, mais moi, ça me fait presque mal au cœur de me dire qu'il y a plein de jeunes, parce qu'on est quand même une génération où, vu qu'on est avec Internet, on est une génération où on fait quand même, au niveau des chiffres d'affaires, on fait des chiffres d'affaires qu'à l'époque, un mec de 20 ans ou de 30 ans, il ne faisait pas avec une boîte physique, où c'était généralement quelqu'un, directeur général d'une boîte qui a 50 ans, qui a 150 ouvriers. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans qui a une équipe de 3 personnes, il peut faire peut-être le même chiffre d'affaires que quelqu'un qui a 50 employés en business physique en France. C'est ça. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a plein de jeunes, plein de startups, surtout sur le milieu du web, qui sont partis de la France, parce que ça, ils l'ont vu, ils l'ont senti, et ils sont partis à Dubaï, ils sont partis à Malte, ils sont partis dans plein d'endroits différents. Et je me dis, en fait, c'est tellement bête, parce qu'à vouloir monter les impôts et les taxes comme ça, eh bien, la France perd beaucoup de haut potentiel, de personnes intéressantes. Et voilà, je trouve ça dommage, parce qu'au final, c'est un cercle où si tu mettais moins d'impôts pour les entreprises, hein, que ce soit sur le web ou pas, les employés pourraient potentiellement avoir des bonus, tout ce qu'on a à Malte, c'est bonus à attribuer, etc. Et la société pourrait évoluer plus rapidement et pourrait grandir. Donc, ce qui veut dire que si la société grandit, elle fait plus de chiffre d'affaires, elle va payer des impôts en conséquence, etc. Mais ça sera intéressant pour tout le monde, même pour l'État au final. Et ça, je ne comprendrai jamais. Bon, après, voilà, on a dit, C'est pas clair. forcément un politique, mais je ne comprends pas la vision, en fait. J'arrive pas à Mais c'est comprendre. clair. C'est clair. Ok, nickel. Bah, je pense qu'on a fait déjà un petit tour de toute la partie affiliation. Moi, il y a un truc qui me tient à cœur, parce que c'est vrai qu'on a quand même suivi pas mal tes vidéos YouTube, hein. C'est pour ça qu'aussi on t'a contacté, on sait l'expertise que tu apportes. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton programme aujourd'hui, de ce Ouais. que tu fais. Parce que l'affiliation, oui, il y a une partie affiliation, mais il y a toute la partie accompagnement que tu peux donner aujourd'hui pour les élèves que tu as. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu présentes? Enfin, on va pas parler de résultats, ça m'intéresse pas parce que c'est vraiment ceux qui vont se bouger le cul qui vont avoir des résultats. Mais Ouais. voilà, en termes de programme, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, Affiliation Ninja, on l'a lancé, enfin, je l'ai lancé, j'étais tout seul au début quand je l'ai fait en 2018 ou fin 2018, je crois, enfin vers 2018. Ça a été créé vraiment et pensé pour mettre tout ce que j'avais dans le cerveau de comment, de A à Z. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait d'analyse de niche, SEO, création de sites, WordPress, etc. Ça a été pensé OK, quels sont les modules que je vais devoir créer pour que la personne qui va me prendre le programme que je vais coacher puisse comprendre tout de A à Z et vraiment monter voire c'est même ce que je recommande, plusieurs sites. Du coup, j'ai réfléchi vraiment à tout ça et j'ai créé les différents modules. Donc, Affiliation Ninja, en fait, on a un module qui va être affiliation pour déjà comprendre un petit peu l'affiliation, tout ça. Et après, on va partir directement sur l'analyse de niche, l'analyse concurrentielle. Donc, ça va être tout ce qui est trafic, les prix, ce qu'on a parlé en début de vidéo tout à l'heure, la concurrence, combien il a de pages, combien il a de trafic, c'est quoi le prix de ses produits, etc., etc., combien il a de visiteurs et tout. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va passer directement sur le côté création de site. Généralement, ça fait peur aux gens, mais aujourd'hui, avec WordPress, alors bien évidemment, il faut se former dessus et tout, mais ce n'est pas si complexe qu'on le pense. On va leur expliquer à installer un WordPress, à mettre un thème dessus, à le customiser pour que ça soit un minimum custom. Et très vite, on va partir sur la rédaction, parce que c'est une des choses les plus importantes dans le SEO, c'est la rédaction. Donc, on va expliquer à nos élèves comment rédiger et comment plaire aux moteurs de recherche, plus principalement en France et surtout Google, qu'on va cibler. Donc, on va leur apprendre à rédiger d'une manière SEO. Donc, ça va être ce qu'on appelle tout le côté SEO on-site du site. Donc, en plus de la construction du site, on va leur expliquer comment on fait du référencement sur notre site, SEO on-site. Donc, tout ça, c'est gros module. Voilà. Et après, une fois que ça c'est fait, qu'il y a des articles qui sont lancés, que le SEO il est fait sur le site, on va partir sur le côté off-site, donc le SEO en dehors du site. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où là, on va devoir trouver ce qu'on appelle des spots, trouver d'autres sites où mettre le lien de notre site pour faire du netlinking et pousser en fait les articles qu'on a écrits, pousser notre site avec le netlinking. Après, on a tout un module d'optimisation, de marketing, etc. Mon objectif, moi, ça n'a pas été de créer un programme où on calque. Parce que ça, je l'ai vu aussi dans des formations. À l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs, j'avais un site d'avis de formation où je travaillais beaucoup avec des infopreneurs, ce qui m'a d'ailleurs fortement donné envie de créer mon propre programme quand je voyais ce
ce qu'il y avait dans les programmes des collègues. Du coup, je me suis dit, ouais, faut pas que je crée un programme où on va calquer. Il faut créer un programme, bien évidemment, ils vont recopier des choses, etc. Mais il faut qu'en plus de ça, ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est un programme qui est lourd en théorie, qui est lourd en pratique, parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps. Le business là, vous apprenez pas un métier, vous apprenez des métiers. C'est-à-dire que chaque module, vous apprenez parfois même plusieurs métiers. L'analyse de niche concurrentielle, tout ça, ça peut être clairement un métier freelance. Le fait de créer des sites WordPress, c'est un métier de freelance. C'est un métier où, si vous gérez bien WordPress, à créer des sites, etc., vous pouvez vendre une presta à 500, 1000, 2000, 3000 euros à une société. Le fait de faire de la rédaction SEO, vous pouvez faire de la presta derrière. Un bon presta SEO, il peut prendre 150, 200 euros les 1000 mots. Le fait de faire du SEO, du netlinking, c'est aussi, etc. Donc, je les forme vraiment à un business, mais ils ressortent derrière. S'ils suivent bien le programme, et comme tu disais tout à l'heure, les résultats vont déterminer la motivation et à quel point la personne se met à fond dans le programme. Mais ils vont ressortir en mode couteau suisse à gérer plein de trucs. Donc voilà, ça, c'est comment ça a été réfléchi, comment ça a été fait. Et c'est de leur apprendre ça, mais aussi de leur donner une vision entrepreneur. C'est-à-dire qu'ils ont tout pour qu'on les aide. Il y a déjà le programme, les vidéos, il y a une foire aux questions qui est énorme, où la foire aux questions, ce n'est pas une question et je réponds en texte, hein, c'est foire aux questions où je réponds en vidéo, toutes les questions les plus, j'ai envie de dire, les plus posées. Derrière, il y a des coachings par semaine, on a le support client, on a un groupe communautaire sur Facebook. Donc, on met vraiment tout en place, Discord aussi, j'ai oublié, on met vraiment tout en place pour qu'ils aient une réponse rapide dans les plus brefs délais. Par contre, ce que je leur explique, et ça, c'est avoir la mentalité de l'entrepreneur, moi, je les forme à ça aussi, c'est vous n'êtes pas des assistés. C'est-à-dire, je vous donne toutes les clés, toutes les réponses, etc. pour avancer. Par contre, ce n'est pas vous avez un blocage. Le premier truc que vous faites, c'est je contacte le support client. Non, tu as un blocage. Essaye de trouver la réponse par toi-même. Ça se trouve, tu as déjà la réponse dans la fac. Il y en a, ils ne vont pas les voir dans la fac, alors que la plupart du temps, il y a la réponse dedans. Ça se trouve, il y a la réponse déjà dans la vidéo de formation. Et c'est là aussi où les profils d'élèves, je les vois très vite. Et ceux qui sont impatients d'aller, qui veulent aller vite, etc., etc. C'est ceux généralement qui vont se planter direct. C'est pour ça que je leur dis là, vous êtes dans c'est pas un petit truc Affiliation Ninja, c'est un gros module. Il y a énormément de vidéos. Comme je le dis, c'est pas un métier à apprendre, c'est plusieurs métiers. Donc faut apprendre en fait, hein, avant de gagner du pognon et pour mettre en pratique, faut apprendre. Donc je suis vraiment dans la mentalité de leur dire, vous devez aussi vous démerder un petit peu tout seul. Alors bien sûr, je suis là pour les aider. On a d'autres coachs et tout, on est là pour les aider. Mais si on voit que c'est une réponse, que la réponse, c'est déjà une réponse qu'il y a dans la fac ou dans la vidéo, cherche. Essaye de trouver. On va donner la réponse, mais la prochaine fois, essaye de chercher un peu parce que ce que je leur explique, c'est quand vous allez, au bout de 3 mois ou 6 mois, terminer Affiliation Ninja, le premier problème que vous allez avoir, il ne faut pas que vous ayez le réflexe de contacter Jordan ou un autre coach parce que vous allez être dans la merde. Et pour moi, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est un gestionnaire de problèmes. Il sait gérer des problèmes. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un problème, il sait le gérer de par lui-même, de par le fait de trouver la personne qui va pouvoir gérer son problème, mais il va pouvoir gérer et casser ce blocage-là. Et plus on grandit dans l'entrepreneuriat, plus on grandit dans nos projets et plus on va avoir des blocages qui vont être plus complexes et plus lourds. Je veux dire, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos, les problèmes d'entrepreneur qu'il a, ce n'est pas les mêmes problèmes que nous, on a. Très clairement, hein, dans une autre sphère. Donc voilà. Et Affiliation Ninja, du coup, voilà, c'est un programme avec énormément de vidéos dedans, différents modules, vraiment bien axés dessus sur les différentes thématiques, du coaching, support client, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour qu'on accompagne. Et pour moi, c'était important aussi de faire du coaching. Je ne voulais pas que ça soit juste un programme. Je voulais aussi apporter ce côté assez proche. Et tu avances forcément toujours plus vite quand il y a des coachs pour répondre à tes questions. Il y a un suivi, ouais. Donc voilà, et puis ça a été créé comme ça. Ça a très vite, très bien marché. J'ai très vite eu pas mal de retours des élèves. Et pour parler un peu de résultats et être très transparent, on en parlait tout à l'heure, mais les résultats, parce que moi, des fois, j'ai des gens, ils viennent me voir. Ouais, Jordan, si je prends ton programme, dans 6 mois, combien je vais gagner? Mais en fait, si je te dis dans 6 mois, tu vas gagner 2000 euros, je suis un putain de mytho, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire dans 6 mois, tu gagnes 2000 euros. Si derrière, tu bosses 1 heure par semaine dessus, si derrière, tu n'apprends pas ou tu ne mets pas en pratique ce que je t'ai dit, dans 6 mois, il va rien foutre. Il va me dire, ouais, mais tu m'avais dit dans 6 mois, j'aurai 2000 euros. Non. De toute façon, ce que je dis à chaque fois, c'est si
je parle aux personnes qui vont regarder la vidéo, s'il y a quelqu'un qui vous promet que ce soit un investissement, que ce soit une formation, que ce soit un business, peu importe, qui vous fait une promesse de vente que dans 6 mois, vous allez toucher tant, bah, c'est faux parce que la personne en face ne peut pas savoir comment vous allez bosser. Donc, nous, c'est quelque chose qui est quand même très important d'être clair là-dessus. Les résultats, ça va dépendre de la mise en application des personnes. Mais les résultats, ben, aujourd'hui, moi, j'ai des élèves qui ont plusieurs sites, qui gagnent leur vie maintenant avec. J'ai des élèves qui ne sont pas mis à fond dans l'affiliation et le SEO. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, qui se sont spécialisés dans un domaine et qui ont ouvert une boîte dedans. Le SEO, par exemple, ils ont créé une boîte dans le SEO et ils gagnent très bien leur vie en prestation. Ils ont des petits sites en affiliation qui tournent à droite, à gauche. Ce n'est pas ce qui leur génère le plus. Mais par contre, j'ai réussi quand même. Ça, par contre, je ne l'avais pas prévu, mais j'ai réussi à leur ouvrir l'esprit sur l'entrepreneuriat. Et je leur ai, entre guillemets, ils sont ouverts, hein, c'est eux qui ont tout fait, mais ils sont ouverts des portes eux-mêmes sur des domaines. Donc, comme je le disais, autant vous pouvez faire de la rédaction SEO, du WordPress, etc. Et c'est ça qui est très puissant aussi, c'est que le SEO, ça prend quand même quelques mois avant d'avoir du trafic. C'est un peu long au départ, mais par contre, une fois que c'est en vitesse de croisière, que c'est lancé, vous êtes tranquille pendant des années. Et en fait, en attendant ça, moi, ce que je recommande aux élèves, c'est de partir directement sur une autre niche, sur un autre site. Plus derrière, s'ils sont à plein temps, essayez de faire un petit peu de presta. Faites un peu de presta de rédaction, faites un peu de presta SEO, etc. Et en fait, ils peuvent avoir une transition où ils ont un métier, j'ai envie de dire physique, je veux dire dans la vraie vie, mais qu'ils ont un métier physique. Ils peuvent très vite commencer à faire des sites d'affiliation, référencés, etc. Et proposer, par exemple, un WordPress, une création de WordPress simple pour une petite société, une page. En fait, généralement, tu demandes 1 500 balles pour un WordPress comme ça. Et puis, eux, ils apprennent à faire ça dans notre programme. Ils prennent déjà ce qu'ils prenaient. Ils vont peut-être bosser une semaine dessus. Ils vont prendre ce qu'ils prenaient en un mois. Et là, ils réalisent clairement, OK, en fait, sur Internet, les tarifs, ce n'est pas les mêmes que dans la vraie vie. Bah non, ouais, dans la vraie vie. C'est la vraie vie, mais voilà. Donc, il y a plein de possibilités de résultats. Et après, ça va être en fonction de l'élève. OK, qu'est-ce que tu as envie? Ça va être en fonction de ses envies, de tout ça. Donc, voilà un petit peu affiliation ninja. Je ne sais pas si peut-être oublié des trucs, mais c'est vraiment l'axe qui est très important pour nous au niveau du suivi. Grosso modo, c'est pour ça que ça fait 2 ans et demi que tu existes aussi. C'est sûrement parce que tu dois être un minimum pédagogue et justement, tu fais attention à qui tu prends. Parce que dans la sphère, je veux dire, du web entrepreneuriat et des coachings, on voit un peu tout et n'importe quoi. On va pas. Ouais, on filtre. Pas faire de politique, mais c'est la jungle. On filtre et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font ça, mais moi je m'assois sur de l'argent parfois quand il y a des élèves qu'on a au téléphone et qui vont me dire oui, bah voilà, moi j'ai aucune compétence dedans. On va dire en dehors de mon programme, j'ai 20 euros à investir et dans 3 mois, je veux 10 000 euros par mois. On ne va pas le prendre. En plus de ça, il va nous dire j'ai 2 heures par semaine à investir dans le business. On ne va pas le prendre. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il n'aura pas les résultats là. Parce que c'est pas possible. Impossible. C'est impossible d'avoir 2 heures par semaine et de générer 10 000 balles au bout de 2 mois. Voilà. Et derrière, nous, on ne va pas le prendre, même s'il peut payer le coach, le programme. Parce que derrière, ce on va se taper, c'est un mauvais avis, un mauvais retour. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on arrive à perdurer dans le temps aussi. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en tout cas, j'aime à dire que nous, si on est là dans le temps, c'est qu'on a réussi vraiment à créer une structure et un suivi, un vrai suivi. Et généralement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de programmes qui se lancent et qui durent comme ça dans le temps. Généralement, l'entrepreneur, et je ne juge pas, hein, parce que ça fonctionne aussi, mais il va créer une formation, il va faire un buzz dessus, boum, il va créer une autre formation, même des fois dans un autre domaine. Et je ne juge pas là-dessus. Moi, j'ai plus encore une tête, comme dans l'affiliation, c'est ce que j'explique aux gens. Affiliation Ninja, moi, directement, je ne me suis pas dit, tiens, vas-y, je vais faire 1 ou 2 millions en un an, et puis derrière, rien à foutre, je me casse, et puis voilà. Non, je me suis dit, je vois long terme. Encore une fois, je vois le business long terme, je crée vraiment un gros truc, j'accompagne les élèves. Le fait aussi oui, je gagne très bien ma vie, mais je n'ai pas perdu la valeur de l'argent. Moi, derrière, je me disais, les élèves qui vont payer, ça peut être mon frère, ça peut être mes parents, ça peut être des gens que je connais. Et ça s'est vraiment passé, hein. J'ai eu des gens de Malte que je connaissais qui ont pris mon programme. Je me suis dit, je ne peux pas leur demander un montant si derrière, je fournis de la merde. C'est pas logique et je me sentirais mal que moi, ma famille ou mes proches, ils se fassent avoir par une formation. Donc, tout ça, ça a fait que voilà, je me suis dit long terme et on fait un truc carré et propre, un vrai suivi. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que je trouve bien l'idée que tu en parles, de dire que c'est pas une formation copier-coller.
Enfin, nous, on l'a vu, j'en ai pris des formations, je pense que toi aussi, Quentin aussi, enfin Ouais. voilà, on a tous fait des formations. Quand je voyais des gens qui pleuraient ou qui se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas eu de résultat, enfin, ils prenaient ce qu'il y avait dans la formation, ils essaient de faire copier-coller, ils attendaient que ça tombe. En Non, aucun cas, ça peut marcher. Enfin, non. s'ils ont un minimum de cerveau, honnêtement, s'ils comprennent ce que c'est que le mot entrepreneur, ils savent que s'ils vont pas chercher des solutions eux-mêmes, qu'ils vont pas faire des tests eux-mêmes et qu'ils passent pas un minimum de temps aussi dessus, c'est comme tu disais, c'est pas passer 2 heures par jour et attendre 10 000 balles dans 2 mois. Honnêtement, ça marchera jamais. Et c'est pour ça que le coaching en lui-même dans ta formation, ça va être quelque chose qui est important aussi, parce que tu vas pouvoir aussi leur répéter cette petite chose, quoi. C'est ouais, mais si là tu veux 10 000 balles dans 2 mois, c'est pas en passant 1 heure par jour et en faisant de la branlette intellectuelle que tu vas y arriver. Mm. C'est soit tu commences à mettre en place ce que je te dis, les niches, je t'ai expliqué comment les repérer, comment les rechercher. Maintenant, c'est à toi aussi d'aller rechercher ce qu'il faut pour que ça marche. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir un programme où c'est pas de l'assistanat. Tu fais Ouais. ça, ça va marcher. C'est ridicule. Ouais. Mais des fois, je vois des produits d'appel sur des formations où sur les publicités, c'est je t'offre une liste de 50 niches dropshipping, 50 niches dans Ouais, l'affiliation, tout ça. Bon, là, tu sais déjà que c'est de la merde. c'est pas ouf. Et ça va attirer une audience que moi, je ne veux surtout pas parce que c'est une audience qui veut calquer, ne pas se casser la tête, ne pas entreprendre, en fait. C'est Et ça. il faut surtout pas ça. C'est pour ça que j'ai vraiment dans une trame et du début à la fin, on leur dit, c'est-à-dire que j'ai une vidéo un peu type masterclass, formation, pour leur expliquer pendant 1 heure qu'est-ce que l'affiliation, etc., comment ça fonctionne, et s'ils veulent aller plus loin, qu'ils prennent un appel avec nous. Comme ça, moi, déjà, j'ai envie de dire, je balaye beaucoup de personnes dans cette vidéo-là, parce que ceux qui vont penser à faire rapidement et facilement de l'argent, euh, je vais leur dire, non, quittez la vidéo, partez, parce que ça sert à rien. Par contre, ceux qui veulent apprendre, mettre en pratique et travailler, sur le long terme et ensuite se dire ok oui gagner de l'argent bah ouais on est parti parce que oui on peut gagner énormément d'argent sur internet. Par contre si vous n'avez pas de compétences, si vous n'avez pas de temps à investir ni d'argent, c'est mort, c'est faut Bon, arrêter, c'est pas possible. Donc c'est clair. ouais, on le dit dans la formation, on le dit en appel, on le dit dans le programme, c'est quelque chose de Ok. très transparent. Et du coup, petite question pour le programme. Comment on peut y avoir accès? Enfin, ceux qui vont vouloir y avoir accès, s'ils Bah, veulent en je sais pas découvrir un petit peu si vous allez plus. mettre la vidéo, mais je pourrais vous mettre le Ouais, lien ouais. directement euh, de la page, de la landing page. Ouais. C'est un call Euh, avec ton équipe ou? Non, en premier temps, en fait, ce qui se passe, c'est que j'invite fortement les gens. De toute façon, il n'y a pas le choix, ils ne peuvent pas appeler ou prendre un rendez-vous avant. Euh, Là, on a parlé d'affiliation, tout ça. Moi, dans la vidéo, c'est 1 heure où je parle vraiment d'affiliation, où je montre à Ok. quoi ressemblent des sites d'affiliation, où j'explique que l'affiliation, c'est pas un Ponzi, parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est un Ponzi pyramidal, etc. Enfin, Ah ouais? c'est ouf. Ah ouais, 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 ouais. J'ai des gens, bon, généralement, c'est un peu des haters, mais ils comprennent pas que tu as des sites comme Amazon, La Redoute, enfin, les plus gros sites qui existent, que ce soit, ouais, qui sont en ligne, ils font de l'affiliation. Donc, j'explique ça. J'explique pour qui c'est aussi l'affiliation. Donc, je balaye Hmm. aussi les personnes qui pensent voilà, gagner rapidement de l'argent, etc. J'essaie d'être le plus transparent possible. Et après, comme je disais, je montre des sites, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne. J'explique un petit peu ce que nous, on propose dans le programme. Et dans le cas là où il y a des gens qui veulent être accompagnés, qui veulent avoir la formation complète de tous ces modules, ils peuvent prendre un appel avec un membre de mon équipe qui sont vraiment formidables. Là, pour le coup, ils ont été triés sur le volet et ils ont la même. C'est pas parce qu'ils sont au téléphone, ils vont pas essayer de vous vendre à tout prix voilà, le Ouais, truc. voilà. Ils ont été formés à accepter ou refuser des personnes. C'est-à-dire que on on n'est pas la Jordan Belfort où on va essayer voilà, de vendre à tout prix. On a une ligne quand même conductrice et on veut vraiment que l'élève qui rentre, il soit satisfait et qu'il se sente bien à l'intérieur. Donc, il y a l'appel. Si la personne elle est OK et qu'elle veut nous rejoindre, et ben, on lui explique tout, comment ça fonctionne. Elle peut nous poser des questions aussi au Nice. téléphone. Et puis voilà, on accepte aussi le CPF. Et puis je sais que ça aide. C'est mal vu en France, ça d'ailleurs, le CPF. Là, vous faites bon. Je ne Ouais, savais pas, c'est mais il y a des c'est- plateformes là, c'est c'est presque beaucoup devenu d'arnaques. tabou de dire CPF. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais là, c'est parti en vrille depuis 3 4 mois, le CPF, ça a changé. Ah ouais. Non, mais c'est cool. On mettra du coup le lien Ouais, directement si tu nous l'autorises. avec plaisir. Et En puis, tout cas, puis voilà. pas de souci. Ouais. Yes. Et question un peu plus générique, mais est-ce qu'il y a un livre qui t'a aidé, par exemple, parce qu'on imagine que dans l'entrepreneuriat, il y a forcément des moments de doute, des moments où des coups de mou, tu es en mode, ah, bah, j'avais pas ça, j'avais pas vu venir ce qui m'arrive.
pas facile. Est-ce qu'il y a un livre, par exemple, qui t'a aidé à tenir le cap ou qui t'a mis le pied à l'étrier ou Aucun. Alors, je vais même aucun? te dire un truc, je n'ai jamais lu un livre dans l'entrepreneuriat. Tu Jamais. fais partie de Ah cette ouais. équipe. Ouais, j'ai jamais lu un livre. Même, tu vois, la semaine de 4 heures, tout ça, j'ai vu vite fait. Je dis pas que c'est nul, hein, mais moi, personnellement, j'ai jamais lu un livre. Je vais plus être sur du contenu lazy, tu vois, vidéo, etc. Mais il n'y a aucun livre que j'ai lu dans l'entrepreneuriat. Et je vais plus suivre des YouTubeurs, voir passer des trucs, écouter. Mais je vais plus aller chercher, tu vois, mes infos et je vais faire Ok. énormément de rétrospection sur moi-même, en fait. En tout cas, quand je peux, quand j'ai le temps, quand j'arrive à prendre du recul, à essayer de me dire, OK, j'ai telle problématique, comment je règle cette problématique-là? Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu aussi avec le networking, avec d'autres entrepreneurs, que on était nous-mêmes des livres à discuter entre nous, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si on a un qui avait une problématique, on discutait, et on lui apportait la réponse. C'était quand même, je trouve, euh, plus impactant, tu vois, quand tu es dans une sphère d'entrepreneur et que tu as des problématiques, que ce soit avec des employés, que ce soit dans ton business, que ce soit avec des comptes Facebook. Tu n'as pas les réponses là d'un compte Facebook bloqué dans un livre. Enfin, je crois pas, je sais pas. Mais je pense que les livres, ça peut aider un peu sur le côté mindset à te booster, comme une vidéo un peu sur le côté motivation qui peut te booster. Mais non, ouais, je suis pas un grand lecteur, je suis plus quelqu'un qui regarde des vidéos. Et je ne dis surtout pas qu'il faut pas lire, hein. Il y a des profils de personnes où ça va être un déclic pour eux. Moi, je fais pas partie forcément du profil là. Je veux plus être, j'ai besoin de l'action, de discuter avec des gens pour Yes. résoudre des problèmes. Ok. Bon, en tout cas, bon, je pense qu'on a fait quand même le tour. On va pas te prendre plus de temps. J'avais juste une petite dernière question, parce que ça va être la question où nous, on aime clôturer. Ouais. Est-ce que tu as une citation ou une phrase qui t'a marqué dans la vie ou que tu as même créé, hein, que tu balances à tes élèves, justement pour montrer de ne jamais abandonner, même si c'est dur. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'abandon, c'est très compliqué, on est obligé d'avoir une phase un peu difficile, etc. Mais est-ce que tu as une phrase qui, toi, tu t'es mis en tête pour te dire, j'abandonnerai jamais, j'irai jusqu'où je veux aller? J'ai pas une citation à proprement parler, mais moi, ce que je dis à mes élèves, c'est soyez curieux. En fait, c'est la base du truc, c'est soyez curieux. C'est-à-dire que pour aller plus loin soyez curieux, euh, vous voyez quelque chose que vous ne savez pas faire, vous avez envie de le faire, bah, faites-le. Vous n'êtes pas plus débile que les autres. C'est-à-dire que moi, ça, par contre, c'est le truc que je me suis toujours dit, c'est si lui ou elle arrive à faire ça, je peux réussir à le faire. Mais vraiment. Et c'est pas le côté haine ou jalousie, hein. C'était en mode, cette personne-là qui est en face. Et moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Moi, Jordan, si j'ai réussi à faire un site internet, si j'ai réussi à faire un business, si j'ai réussi à faire ça, vous pouvez le faire. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Euh, vous pouvez le faire. Si quelqu'un arrive à faire quelque chose, tu peux le faire. Bien sûr, tu as des exceptions. Derrière, tu vas aller sur Mars et encore, tu peux le faire. Tu vois. Derrière, tu as ton objectif qui est ultime. Tu dis, OK, moi, je veux faire ça, je veux créer une entreprise et puis je sais pas, je vais avoir 150 000 balles et puis ça se trouve, dans 10 ans, tu pourras faire un voyage là-bas. Le mec, il a créé son entreprise, il a fait ses 150 000 balles de côté et il va partir. Il se trouve, il l'aura fait. Mais dites-vous que si quelqu'un arrive à faire quelque chose, vous pouvez le faire aussi. C'est simple et rien n'est un. C'est tellement bidon ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. C'est ce que tu vois des fois dans les trucs de motivation, mais rien n'est impossible. Et c'est comme ça que moi, j'ai grandi, que j'ai appris. Je ne savais pas faire un montage vidéo. Bah, si lui, il a fait ça, je peux le faire. J'arrivais pas à faire un site internet, bah, j'apprends à le faire. C'est totalement possible, en fait. Donc, c'est pas une citation, mais c'est plus le côté où. Puis moi, je m'énervais, quoi. Pas contre la personne, mais je me disais, putain, si lui, il arrive à faire ça, moi aussi, je peux le faire. Voilà, Ouais, moi c'est aussi, clair. je veux apprendre, je veux comprendre, etc. Donc, c'est un peu le côté là que je me dis très souvent et que je transmets un petit peu aux gens que je rencontre et qui me disent, ouais, moi, j'ai envie. Parce qu'il y a plein de gens, ils viennent, j'ai envie de lancer un business, j'ai envie de faire ça. OK, qu'est-ce qui te plaît? Faire aussi ce qui se plaît, et ce qui plaît les personnes. Ben, j'ai envie de faire un business parce que je veux gagner du pognon. Mais non, c'est mort, c'est mort. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît dans le business? Est-ce que tu es plus à relation client? Est-ce que tu es plus à. Tu vois, et c'est plus d'aller de chercher ce côté-là et de se motiver, voilà, d'apprendre des choses. Mais rien n'est impossible, clairement. Ça fait Mais je tellement pense que bidon de dire ça, mais je pense que justement, tu as un côté mindset qui doit être très puissant suite aussi à ton passé. Enfin, je sais pas si tu en avais déjà parlé. Enfin, je crois que si, parce que quand tu m'en avais parlé, tu étais pompier. ouais, Non? ouais, Je pense que niveau mindset, tu as aussi une puissance là-dedans. Enfin, quand tu es pompier, tu es sportif, tu as quand même des notions de pédagogie, tu as plein de choses qui rentrent
en compte. Et je Je pense que pense ça que joue. ça, j'y avais réfléchi et je pense que le côté passé des boulots, même des petits boulots et tout que j'ai fait, parce que j'ai même travaillé à l'usine, à la chaîne ou des trucs comme ça, tu vois, je pense que ça m'a créé un peu un personnage que j'étais pas avant, parce que c'est vrai que si je me vois quand j'étais au collège, alors j'étais pas du tout timide, mais j'étais pas dans ce côté-là. Après, quand je commençais à devenir pompier, que je travaillais au 15, que bah forcément, tu vois, des trucs pas cool, je commençais à avoir un truc un peu plus solide, beaucoup plus sociable. Parce que bah, forcément, quand tu es pompier, j'étais 18 ans, pompier, tu vas au contact des gens et tu es un peu, entre guillemets, le sauveur. Donc, tu dois rassurer les gens qui ont l'âge de ton petit frère ou autant de tes parents ou de tes grands-parents. Et ouais, tu as un côté un peu là-dessus. Je vais pas dire que c'est ça qui a fait que je suis devenu entrepreneur, mais je pense qu'il y a plein de petits trucs dans la vie d'une personne qui font qu'elle aura peut-être plus de facilité à entreprendre ou faire ce genre de choses. Quelqu'un, je dis une connerie, justement, qui reste dans il n'y a pas de sous-métier, mais qui reste dans ce boulot d'usine avec un manager ou un patron qui est complètement con, qui rabaisse tout le temps cette personne-là, qui est mal payée, etc. Le manager ou la personne va la briser, elle va se sentir en mode, je suis une merde en fait. Et si c'est une personne qui a pas un mental qui est puissant et qui se remet pas en question, ouais, elle peut sombrer clairement dans le truc où je suis une grosse merde Ouais, c'est clair. et moi, j'arriverai à rien faire. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est non, putain, sortez. Si vous en avez marre de quelque chose, essayez de sortir. C'est la petite parenthèse, mais il y a un truc qui est. Des fois, j'ai envie de dire, j'ai du mal à comprendre, mais d'un autre côté, dans des situations, je peux comprendre, mais des gens qui sont mal dans un job, qui n'arrivent pas à partir. Alors, des fois, il y a des trucs où ça peut être une femme célibataire, seule, qui a Ouais, des voilà. Ouais. enfants. Voilà, il y a Il y a des des contextes. exceptions, quoi. Mais je sais pas, moi, quelqu'un qui est célibataire, qui a 20, 25 ans, 30 ans, même on s'en fout de l'âge, qui n'a pas d'enfant, qui est pas en couple, qui se sent mal dans son boulot au point de se foutre mal et tout. Putain, Mais mais casse-toi. ouais, casse-toi, quoi. Tu vois, et en plus de ça, bon, on en parlait tout à l'heure, les impôts, très clairement, le chômage en France, c'est facile entre guillemets, de l'avoir. Donc, putain, même si vous n'avez pas le chômage, essayez de faire un truc, quelque chose qui vous plaît. En fait, faites des choses qui vous plaisent. C'est ça. Donc, voilà, ça, c'est un peu le truc. Et ouais, putain, tapez à un moment donné tapez sur la table si vous en avez marre de quelque chose et dites-vous que vous pouvez vraiment. Ça m'énerve de m'entendre dire ça parce que moi, quand je vois des vidéos là-dessus, ça me saoule. Mais oui, si vous voulez réaliser des choses, alors je ne vais pas dire vous pouvez les réaliser, mais en tout cas, donnez-vous les moyens de les réaliser. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de se donner les moyens. C'est le plus Yes. important pour moi. Ouais, d'y aller sincèrement, quoi. Ouais, d'y aller sincèrement. Après, vous allez vous casser la gueule, hein, vous allez vous prendre des murs, ça va peut-être pas marcher, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas une voie toute droite où allez hop, t'as les portes, t'as le pognon qui tombe et tout, et ça arrive. Tu te manges des murs, tu casses le mur, tu te manges la porte, tu te casses le nez, hop, tu te relèves, tu pars, tu pars, tu pars. Et c'est là où vous devenez le gestionnaire de problèmes, un entrepreneur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et plus vous allez avancer, plus vous allez savoir comment gérer des problèmes, et plus ça va être simple pour vous en fait. Donc, vous aurez toujours d'autres problèmes, d'autres problématiques. Mais les problématiques que vous allez voir que vous avez eues il y a 3 ans en arrière, vous allez vous dire, ça, c'est bidon pour moi. Et pour une personne qui débute, ça va être une montagne de bordel à faire. Rien qu'on parle de la création d'une société, pour des gens, ça va être, OK, première problématique, comment on fait? Voilà, c'est une Ouais. problématique. Ouais, mais alors là, encore une fois, hein, ils les mettent pas dans l'ordre, les problématiques. Enfin, moi, au tout départ, je me suis pas fait chier à savoir comment créer une société. Moi non plus. C'est pas top. Ouais, voilà, c'est pas top, mais d'un côté, j'en ai rien à foutre. Ce que je Ouais. voulais, c'était déjà savoir si ce que j'allais faire allait marcher. Oui. Et là, je vois trop de personnes qui nous écrivent, qui nous demandent, ouais, mais je fais comment? Est-ce que je dois créer une autre entreprise, je sais plus les sociétés en France, mais on s'en branle. Ouais. Essaye déjà de faire quelque chose C'est qui te ça. plaît, de gagner de l'argent, et après, on verra. Surtout que généralement, nous, ce qu'on leur dit, c'est t'emmerdes pas avec l'administratif, fais déjà ton site, tout ça. Et après, quand tu auras tes premières commissions, là, tu pourras commencer. Surtout que je sais pas, mais je Exactement. sais qu'à l'époque, c'était, je crois que tu avais 1 an quand tu touchais des revenus pour le déclarer à partir d'un certain montant ou créer une société. Donc, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, Je mais sais pas. Ouais. vous avez le temps. Tant que vous ne touchez pas énormément d'argent, vous avez le temps. Concentrez-vous déjà sur l'apprentissage, sur la mise en pratique, etc. Les Exactement. 80-20, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et bah, en tout cas, bah, top, top, top. Merci beaucoup, Jordan. Avec grand plaisir. Euh, Ouais, Enfin, on a fait le tour, je l'interview était pense. plus longue que prévu. Ouais, on t'a pris de ton temps, mais Pas de je souci. pense on Mais a fait le tour. Voilà. c'est un grand plaisir, même si voilà, on avait envie d'approfondir plus de sujets comme la politique, par exemple, tiré au hasard. On n'en dira pas plus, mais ouais, super, super, super. Merci pour ton temps. Et puis,
De toute façon, on mettra le lien justement pour les gens qui souhaitent en savoir plus sur ce que tu fais et comment tu le fais. Ouais. Moi, je les invite vraiment à aller voir parce que, enfin, l'affiliation, on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, c'est le métier qu'il faut savoir faire pour apprendre déjà, comme tu disais, une multitude je sais pas comment on appelle ça, d'expérience. Enfin bref. Ouais, de différents métiers au final. Ouais, voilà. Et honnêtement, c'est l'école du marketing. Pour moi, c'est l'école du marketing, l'affiliation. Donc, Mm. Ouais, et voilà, puis derrière, j'encourage ça peut tout le ouvrir monde. des portes vraiment où il y a quelqu'un qui peut, s'il sait faire du référencement, il peut créer, parce que si le dropshipping, ça le passionne, il peut créer un drop avec le Grave. référencement qui va derrière. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit ça, mais le référencement, c'est le pétrole du web. C'est l'acquisition, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui créent des sites internet, ils ont 0 visiteur. Quand tu sais comment référencer sur Google, tu es le roi du pétrole. C'est-à-dire que tu as en compétence une des choses les plus compliquées pour les sociétés, c'est de faire venir du trafic sur son site. Carrément, carrément. Donc, ça, c'est quelque chose Yes. d'hyper important. Nickel. Écoute, merci beaucoup pour toute la valeur que tu as apportée. Et donc, je leur dis, on aura 2 interviews par semaine. Donc là, avec Jordan, la prochaine, on va pas dire avec qui ça sera tout de suite. C'est un e-commerçant. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et encore merci, Jordan. Merci beaucoup. Les gars, merci à vous pour l'invitation et puis au plaisir. Au plaisir. Ciao, ciao.